Le 10 octobre 2025, tout bascule à 6h12. En coupant la rivière Sahel, Ibrahim Traoré provoque une baisse d'eau proche de 30% et expose une dépendance technique restée invisible. Quand l'eau devient un acte politique, que gagne vraiment celui qui attend son jerrycan? Et que risque-t-il quand Ibrahim Traoré parle de ressources vitales? Après ce matin-là, rien n'est neutre. Cette analyse fait une promesse précise et mesurable. Elle vise à comprendre ce qui se joue réellement lorsqu'une décision sur l'eau cesse d'être technique pour devenir politique, avec des effets immédiats et durables. Le bénéfice pour le lecteur est clair, distinguer le choc symbolique de ses conséquences concrètes, visibles dans l'économie quotidienne, les institutions et la cohésion sociale. Il s'agit de dépasser les réactions à chaud pour identifier les mécanismes profonds activés par cette rupture. L'enjeu dépasse la question de l'approvisionnement. L'eau agit ici comme un révélateur. Elle met en tension la souveraineté, la capacité administrative et la résilience sociale dans un pays déjà fragilisé. Comprendre ces interactions permet de mesurer les risques à court terme sans perdre de vue les transformations potentielles à long terme. Chaque partie de ce récit suivra un fil logique, ce qui change, pour qui et à quel prix. Une question guide l'ensemble. Un État peut-il reprendre le contrôle d'une ressource vitale sans déséquilibrer son tissu économique et social? La réponse n'est ni simple ni immédiate, mais elle mérite d'être examinée pas à partir des faits observables. En moins de 24 heures, une décision administrative devient un choc systémique mesurable. Dans plusieurs zones urbaines et rurales, l'approvisionnement en eau recule d'environ 30%, révélant une fragilité que peu d'acteurs avaient intégrée. Ce chiffre ne décrit pas seulement une pénurie, il marque la rupture brutale d'un équilibre artificiel longtemps présenté comme stable. Pour comprendre ce basculement, il faut revenir à ce qui précédait le 10 octobre 2025. Pendant des décennies, la gestion de la rivière Sahel reposait sur un ensemble d'infrastructures techniques, de contrats et de systèmes numériques largement contrôlés depuis l'extérieur. Pour l'usager ordinaire, l'eau arrivait. La question du contrôle, des données et des leviers de décision restait hors champ. Cette normalité apparente masquait une dépendance structurelle profonde, à intégrer au fonctionnement quotidien sans être réellement débattue. Lorsque Ibrahim Traoré ordonne la fermeture, il n'interrompt pas seulement un flux hydraulique. Il agit sur un système imbriqué, reliant stations de pompage, serveurs climatiques et chaînes de maintenance étrangères. La coupure rend visibles ces liens invisibles. Avant, la stabilité reposait sur des automatismes externes. Après, l'État découvre l'étendue de ce qu'il ne maîtrise pas encore, du pilotage technique jusqu'à l'accès aux données stratégiques. Ce moment constitue le mini-révélateur central. La crise ne crée pas la dépendance, elle l'expose. Ce qui semblait être un service acquis apparaît soudain comme un compromis historique hérité de plusieurs décennies. Peu lisible et rarement renégocié. L'eau devient alors un indicateur politique au même titre que la monnaie ou l'énergie, car elle conditionne l'agriculture, la vie urbaine et la sécurité alimentaire. Dans ce contexte, la décision d'Ibrahim Traoré prend une dimension différente selon l'angle d'observation. À l'extérieur, elle est perçue comme une rupture risquée. À l'intérieur, elle met des mots et des chiffres sur une vulnérabilité longtemps acceptée par défaut. La baisse de 30% n'est donc pas seulement un choc immédiat. Elle fixe un point de départ à partir duquel chaque acteur doit désormais se positionner. La question devient alors incontournable. Cette exposition brutale d'une dépendance était-elle évitable autrement ou fallait-il un choc pour la rendre enfin visible? Pour saisir les effets concrets de la fermeture, il faut quitter le niveau des annonces et regarder comment la décision se traduit dans la vie ordinaire. À Ouagadougou, dès les premiers jours, l'eau n'arrive plus de manière régulière. Les horaires implicites disparaissent. Les habitants s'adaptent par essais successifs, en stockant quand c'est possible, en partageant quand c'est nécessaire. Les files d'attente deviennent des lieux d'échange d'informations autant que de tensions contenues. Dans ce quotidien perturbé, la figure d'Ibrahim Traoré cesse d'être abstraite. Son nom circule dans les conversations non comme un slogan, mais comme un repère. La décision est discutée, évaluée,
parfois critiquée, souvent comparée à la situation d'avant, des comités de quartier émergent sans directive centrale. Leur objectif est simple, répartir l'eau restante, ça éviter les conflits ouverts et maintenir une forme d'ordre local. Cette organisation n'a rien d'idéologique, elle répond à l'urgence et à la proximité. Plus au nord, près de Kongoussi, le choc prend une autre forme. Ici, l'enjeu principal est agricole. La baisse de l'approvisionnement menace des cultures déjà fragiles. Face à cette contrainte, certains agriculteurs réactivent d'anciens canaux abandonnés depuis des décennies. Avec l'appui ponctuel d'ingénieurs locaux, ils parviennent à maintenir une irrigation minimale. Ce n'est pas une solution durable, mais un amortisseur immédiat. Ces micro-situations dessinent un même constat. La fermeture agit comme un révélateur de capacité latente. Elle met en lumière des savoir-faire, des réseaux et des réflexes collectifs restés invisibles tant que le système fonctionnait sans heurts. L'impact précoce n'est donc pas seulement une fragilisation, il montre aussi qui agit quand les structures centrales sont mises à l'épreuve. L'enjeu devient alors clair. Comprendre ce que ces réponses locales disent de la trajectoire possible du pays. Avant le 10 octobre 2025, la rivière Sahel était perçue comme un flux continu, presque banal, intégré aux routines administratives et économiques. Après l'ordre de fermeture donné par Ibrahim Traoré, elle devient un point de rupture, autour duquel s'organise une séquence rapide et irréversible. Tout commence par l'activation. À l'aube, des équipes techniques locales, appuyées par les forces de sécurité, prennent le contrôle des stations. Les systèmes automatisés sont interrompus, les serveurs liés à la gestion hydraulique sont coupés, et la chaîne de décision, jusque-là distribuée hors du territoire, se recentre brutalement. Le geste est net, sans phase de transition. Cette première étape produit un effet de surprise généralisé. À l'intérieur du pays, les administrations découvrent l'ampleur des dépendances techniques qu'elles doivent désormais gérer seules. À l'extérieur, partenaires et opérateurs comprennent que la décision n'est pas symbolique, elle est opérationnelle. En quelques heures, l'équilibre hérité de plusieurs décennies est rompu. L'eau cesse d'être un service fluide pour devenir un enjeu explicite de pouvoir et de responsabilité. Vient ensuite le moment du pic de tension. Les conséquences concrètes s'accumulent rapidement. La baisse de l'approvisionnement en eau affecte l'agriculture, perturbe les services urbains et ralentit certaines activités industrielles. Les coûts logistiques augmentent. Le carburant, déjà sous pression, devient plus cher, entraînant une hausse en chaîne des prix. Les marchés interprètent ces signaux comme un risque accru. Des entreprises étrangères annoncent des pertes immédiates. Des institutions financières évoquent des mesures de rétorsion ou des suspensions de financement. Le vocabulaire se durcit et la décision d'Ibrahim Traoré est de plus en plus présentée, hors du pays, comme un facteur d'instabilité. À ce stade infecteur, la fermeture atteint son point de tension maximale. Deux lectures s'opposent frontalement. À l'extérieur, l'accent est mis sur la fragilité d'un État qui prend le risque de désorganiser un système vital sans filet de sécurité visible. À l'intérieur, le geste est défendu comme une rupture nécessaire avec un modèle hérité, jugé opaque et défavorable. Donc, cette divergence alimente un climat d'incertitude, où chaque déclaration internationale est scrutée et amplifiée. Puis viennent les répliques, moins spectaculaires mais déterminantes. Dans les jours qui suivent, des ajustements apparaissent, des circuits informels de distribution se mettent en place, des solutions temporaires émergent pour maintenir un minimum de fonctionnement. La population intègre progressivement la nouvelle réalité. L'État ajuste son discours, insistant sur la dimension stratégique et transitoire de la décision. Ibrahim Traoré n'apparaît plus seulement comme l'auteur d'un choc, mais comme le centre d'un processus en cours dont les effets se déploient dans le temps. Cette phase de rémanence révèle un point clé. La fermeture de la rivière Sahel n'est ni un événement isolé, ni une crise figée. Elle agit comme une onde longue. Chaque réaction économique, sociale ou diplomatique devient un maillon supplémentaire d'un enchaînement plus vaste. Le pays entre dans une période où chaque décision future sera évaluée à l'aune de ce moment initial, et où le coût immédiat est constamment mis en balance avec la promesse d'une autonomie durable. Avant le 10 octobre 2025, l'approvisionnement en eau semblait stable. Après la décision, il devient mesurable, fragmenté et politiquement chargé.
Ce passage du continu au discontinu fournit une base chiffrée pour comprendre l'ampleur réelle du choc déclenché par la fermeture de la rivière Sahel. Un premier indicateur concerne l'accès à l'eau. Dans plusieurs zones urbaines et rurales, l'approvisionnement recule d'environ 30%. Cette baisse signifie moins d'irrigation, dont des coupures urbaines fréquentes et une pression accrue sur les réserves locales. Ce chiffre n'est pas homogène, mais il suffit à désorganiser des routines agricoles et domestiques construites sur la prévisibilité. Il révèle surtout l'absence de solutions de repli immédiatement opérationnelles à l'échelle nationale. Lorsque le système central se grippe, les marges locales apparaissent limitées, inégales et dépendantes de capacités informelles. Un deuxième indicateur porte sur l'énergie. Dans les 2 semaines suivant la fermeture, le prix du carburant augmente d'environ 20%. Cette hausse renchérit les transports, alourdit les importations et accélère l'inflation des produits essentiels. Le lien avec l'eau n'est pas direct, mais il est structurel. La rupture logistique, combinée à l'incertitude politique, accroît les coûts à chaque maillon de la chaîne. Pour les ménages, cela se traduit par des arbitrages de plus contraints. Pour les entreprises, par des marges réduites et des décisions d'investissement reportées. L'effet est diffus, mais cumulatif. Un troisième indicateur concerne les acteurs économiques étrangers. Dans les 2 mois suivant la décision, plusieurs entreprises enregistrent des pertes comprises entre 25% et 40% de leurs bénéfices. Ces pertes signalent une dépendance élevée à un accès garanti, auparavant peu contesté. Ce chiffre éclaire la fragilité d'un modèle fondé sur la continuité d'un flux perçu comme acquis. Lorsque ce flux s'interrompt, le coût se déplace rapidement vers ceux qui bénéficiaient de la stabilité antérieure. La fermeture redistribue ainsi les charges sans les faire disparaître. Pris séparément, ces indicateurs décrivent des tensions sectorielles. Pris ensemble, ils racontent autre chose. Ils dessinent la fin d'un équilibre artificiel, où la performance apparente masquait des vulnérabilités profondes. Avant, les chiffres étaient rassurants parce que les dépendances restaient invisibles. Après, les données deviennent des arguments mobilisés dans le débat public et diplomatique. Dans ce cadre, la décision d'Ibrahim Traoré ne se lit pas uniquement comme une prise de risque. Elle agit comme un instrument de dévoilement. Les pourcentages ne disent pas tout, mais ils déplacent la discussion. Ils obligent à nommer ce qui fonctionnait par défaut sans véritable contrôle national. Les chiffres deviennent alors politiques, non parce qu'ils sont manipulés, mais parce qu'ils fixent un cadre commun de discussion. ISE reste une ambiguïté centrale. Ces indicateurs mesurent-ils un échec durable ou le coût transitoire d'une transition ? À ce stade, ils ne tranchent pas. Ils bornent le champ des possibles. Ils montrent que la stabilité passée avait un prix caché et que la rupture actuelle a un prix visible. Entre les deux, le pays doit choisir comment transformer ces données en trajectoire, avant que les coûts sociaux ne s'accumulent au-delà du supportable. La fermeture de la rivière Sahel cristallise rapidement 2 arguments opposés, chacun appuyé sur des faits observables. Le premier, porté par des économistes internationaux et certaines institutions financières, met en avant le risque systémique. Selon cette lecture, interrompre brutalement un flux vital fragilise l'économie réelle. La baisse de l'accès à l'eau freine la production agricole, perturbe les services urbains et alimente l'inflation. La hausse du carburant et les pertes des entreprises étrangères sont interprétées comme des signaux précoces d'un cercle négatif. Dans ce raisonnement, la décision d'Ibrahim Traoré accroît l'incertitude, décourage l'investissement et expose le pays à une instabilité prolongée dans un contexte régional déjà tendu. Le second argument adopte une perspective inverse, largement défendue par des analystes africains et des acteurs locaux. Il part du principe que la stabilité antérieure était trompeuse. L'accès régulier à l'eau reposait sur des infrastructures vieillissantes, des contrats opaques et un contrôle largement externalisé. Dans cette optique, la fermeture de la rivière Sahel n'est pas une rupture imprudente, mais une mise à nu volontaire d'une dépendance structurelle. Alors, le choc est assumé comme un passage obligé. Les pertes économiques immédiates sont interprétées non comme une dérive, mais comme le coût d'entrée d'une reprise de contrôle, destinée à renforcer la résilience à long terme.
Ces deux positions s'accordent pourtant sur l'essentiel. Les chiffres. Baisse de l'eau, inflation, pertes économiques ne sont pas contestés. Ce qui diverge, c'est leur lecture dans le temps. Les critiques se focalisent sur les effets immédiats et cumulatifs. Les défenseurs insistent sur la trajectoire future et la capacité d'adaptation. Ibrahim Traoré apparaît alors moins comme un décideur isolé que comme un catalyseur, accélérant une confrontation latente entre sécurité à court terme et autonomie stratégique. La réponse la plus crédible se situe dans un entre-deux inconfortable. La décision crée des vulnérabilités réelles, mais elle révèle aussi des marges de manœuvre longtemps invisibles. Le véritable enjeu n'est donc pas de trancher entre audace et imprudence, mais d'évaluer si l'État est capable de transformer un choc subi en transition maîtrisée avant que les coûts sociaux et économiques ne deviennent irréversibles. À ce moment, le centre de gravité se déplace. Ce basculement ne vient pas d'une annonce officielle, mais d'une transformation plus discrète des rapports d'action. Au fil des semaines, la fermeture de la rivière Sahel cesse d'être perçue uniquement comme une décision imposée d'en haut. Elle devient un point d'articulation autour duquel de nouveaux acteurs gagnent en importance. L'État reste présent, mais il n'est plus le seul moteur visible de l'adaptation. Le révélateur se situe dans l'initiative locale. Là où les structures centralisées montrent leurs limites, des réseaux intermédiaires prennent le relais. Comités de quartier, coopératives agricoles, techniciens indépendants et responsables communautaires comblent des vides opérationnels. Ils n'agissent pas selon un plan unique, mais par nécessité partagée. Maintenir l'accès à l'eau et prévenir des tensions sociales ouvertes. Cette dynamique modifie la lecture de la crise, car elle redistribue l'initiative sans abolir l'autorité. Dans ce nouveau paysage, Ibrahim Traoré reste associé à l'acte déclencheur, mais l'équilibre évolue. La décision initiale ne se résume plus à un symbole de souveraineté. Elle agit comme un déclencheur d'apprentissage collectif, où la capacité d'agir se diffuse au-delà du sommet de l'État. Ça, le pouvoir ne disparaît pas, il circule autrement. Ce déplacement change l'enjeu central. La question n'est plus seulement de juger le bien fondé de la fermeture, mais de comprendre comment ce nouvel équilibre, fragile mais réel, pèsera sur les conséquences économiques, sociales et régionales à venir. Les conséquences de la fermeture de la rivière Sahel se matérialisent désormais de façon différenciée selon les acteurs concernés, dessinant une cartographie précise des gains, des pertes et des tensions nouvelles. Pour l'État burkinabé, l'effet est double. D'un côté, la décision renforce une capacité d'affirmation politique rarement exercée sur une ressource vitale. De l'autre, elle accroît la pression sur les administrations, sommet d'assurer un minimum de continuité tout en gérant des réactions diplomatiques parfois hostiles. La crédibilité institutionnelle se joue au quotidien entre gestion de l'urgence et discours stratégique. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré engage l'appareil étatique dans un exercice permanent d'équilibre où chaque ajustement est observé et interprété. Pour les entreprises, l'impact est immédiat et contrasté. Les sociétés dépendantes de l'eau voient leurs coûts augmenter et leur calendrier perturbé. Certaines entreprises étrangères enregistrent des pertes rapides, ce qui entraîne des gels d'investissement ou des retraits non partiels. A l'inverse, des acteurs locaux occupent progressivement les espaces laissés vacants. Cette recomposition ne garantit pas une efficacité accrue, mais elle modifie la structure des opportunités. Le risque augmente, mais la dépendance diminue. Le marché devient plus fragmenté, moins prévisible, mais aussi moins verrouillé. Du côté des ménages, la fermeture se traduit par une pression directe sur le quotidien. La baisse de l'approvisionnement en eau et la hausse des prix du carburant affectent les dépenses essentielles. Les arbitrages se durcissent, les routines se réorganisent et la solidarité devient un mécanisme central de régulation. Dans les quartiers urbains, l'entraide atténue certaines pénuries, mais elle ne peut compenser durablement les fragilités structurelles. Cette adaptation permanente a un coût social souvent invisible dans les indicateurs macroéconomiques. À l'échelle régionale enfin, la décision du Burkina Faso agit comme un signal politique fort. Les pays voisins observent attentivement les effets de ce choix souverain. Certains y voient un précédent risqué,
susceptibles de déstabiliser des équilibres partagés. D'autres y perçoivent une tentative assumée de redéfinition des rapports de dépendance. Le geste d'Ibrahim Traoré nourrit ainsi un débat plus large sur la gestion des ressources en Afrique de l'Ouest, où la frontière entre coopération et affirmation nationale reste délicate. Pris ensemble, ces 4 niveaux d'impact montrent que la fermeture ne produit pas un effet unique, mais une série de conséquences imbriquées. Chacune pèse différemment, mais toutes contribuent à redéfinir les priorités et les marges de manœuvre du pays dans un environnement déjà instable. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires plausibles se dessinent, sans qu'aucune ne puisse être tenue pour acquise. Le scénario de base repose sur une stabilisation progressive mais fragile. Dans cette configuration, l'État parvient à limiter les ruptures les plus graves grâce à des ajustements techniques et à une coordination minimale avec les acteurs locaux. L'approvisionnement en eau demeure contraint mais plus prévisible. Les tensions sur les prix se tassent sans disparaître et les relations extérieures restent tendues sans basculer dans l'isolement. Cette trajectoire exige une gestion constante de l'urgence et une discipline administrative élevée, car le moindre incident peut relancer la spirale de l'incertitude. Le scénario optimiste suppose un basculement plus profond. La crise agit alors comme un accélérateur de transformation. Les initiatives locales se structurent, les compétences techniques nationales gagnent en autonomie et de nouveaux partenariats régionaux plus ciblés émergent. Quand la gestion de l'eau devient plus décentralisée et mieux adaptée aux réalités territoriales. Les coûts initiaux restent élevés, mais ils sont progressivement compensés par une amélioration de la résilience et une crédibilité accrue sur la scène régionale. Dans ce cadre, la rupture initiale est relue comme un point de départ, non comme une impasse, et l'apprentissage collectif devient un actif stratégique. Le scénario pessimiste repose, au contraire, sur l'accumulation de blocages. Les infrastructures peinent à être réhabilitées, les pressions extérieures se durcissent et la capacité de l'État à amortir les chocs sociaux s'érode. Les pénuries se prolongent, l'inflation s'installe et la lassitude sociale s'accentue. Les dispositifs informels, efficaces à court terme, atteignent leurs limites. Dans ce cas, la fermeture cesse d'être perçue comme une transition risquée pour devenir un facteur d'instabilité chronique susceptible d'affecter durablement la cohésion nationale. Face à ces trajectoires, une recommandation de fond s'impose pour l'analyse. Il convient de ne pas confondre vitesse et précipitation. L'autonomie recherchée ne se décrète pas par un seul geste, mais se construit par séquences lisibles, mesurées et ajustables. La question déterminante n'est pas de savoir quel scénario se réalisera mécaniquement, mais quelles décisions prises aujourd'hui orienteront la trajectoire dans un sens ou dans l'autre, dans un contexte où chaque mois compte et où les marges d'erreur sont étroites. Pour mesurer la portée humaine de cette séquence, il faut observer comment elle traverse des publics distincts, touchés de manière inégale mais convergente. Les jeunes urbains d'abord vivent la fermeture comme une rupture immédiate de leur routine. L'accès irrégulier à l'eau, la hausse des prix et les transports plus coûteux redéfinissent le quotidien. Beaucoup transforment cette contrainte en engagement pratique. Des réseaux informels d'entraide apparaissent, organisant des distributions ponctuelles et partageant des informations utiles. Pour cette génération, la crise devient un espace d'apprentissage collectif, où l'action concrète remplace l'attente. Les familles rurales font face à une pression plus directement liée à la subsistance. L'eau conditionne les récoltes et chaque perturbation se répercute sur les revenus. L'adaptation passe par la réactivation de savoir-faire anciens, l'entraide communautaire et des ajustements constants des pratiques agricoles. Ces réponses ne garantissent pas la sécurité à long terme, mais elles limitent les pertes immédiates. Elles révèlent une résilience discrète, rarement visible dans les indicateurs globaux, mais essentielle pour amortir le choc. Un troisième groupe occupe une position charnière, les techniciens et ingénieurs locaux. Longtemps cantonnés à l'exécution de systèmes conçus ailleurs, ils deviennent des acteurs centraux. Leur expertise est sollicitée pour maintenir les infrastructures,
contourner les pannes et proposer des solutions adaptées aux contraintes locales. Cette montée en responsabilité modifie la hiérarchie des compétences et redonne une valeur stratégique au savoir technique national. Ces trois publics n'ont ni les mêmes ressources, ni les mêmes priorités. Pourtant, un point commun se dégage. La souveraineté cesse d'être abstraite. Elle se vit dans des choix quotidiens, des arbitrages concrets et une capacité partagée à tenir face à l'incertitude. La crise agit ainsi comme un miroir, révélant ce que chacun est prêt à faire pour préserver un équilibre déjà fragile et ce que coûte réellement l'autonomie lorsqu'elle s'incarne dans la vie ordinaire. À ce stade, transformer la rupture en trajectoire gouvernable suppose une séquence opérationnelle claire, fondée sur des responsabilités identifiables et des critères mesurables. La première étape consiste à conduire un audit ciblé des infrastructures hydrauliques existantes. Mené par des équipes nationales, avec un appui technique limité et transparent, cet audit doit cartographier ce qui fonctionne, ce qui est obsolète, et ce qui peut être réparé rapidement. L'objectif n'est pas l'exhaustivité, mais une visibilité suffisante pour décider sans délai, en quelques semaines, et prioriser les interventions à fort impact. La deuxième étape porte sur le renforcement des capacités locales. Il s'agit de former et de retenir des techniciens, ingénieurs et gestionnaires capables d'assurer la maintenance et l'adaptation des systèmes. Des programmes courts, orientés vers la résolution de problèmes concrets, doivent être déployés dans les mois qui suivent. Le succès se mesure par la réduction des délais d'intervention et par l'autonomie accrue des équipes sur le terrain, plutôt que par des certifications formelles. Ensuite, la coordination avec les acteurs communautaires doit être formalisée. Voilà, les comités de quartier et les coopératives rurales, déjà actifs, peuvent devenir des relais reconnus. Des règles simples, des moyens limités mais stables et des canaux de communication clairs suffisent. Cette étape vise à réduire les frictions locales et à améliorer la distribution de l'effort avec des indicateurs tels que la régularité des accès et la baisse des conflits signalés. Puis, une coopération régionale pragmatique devient nécessaire. Partager des données, des alertes et des solutions techniques avec les pays voisins permet de réduire les tensions et d'anticiper les effets de débordement sans céder le contrôle stratégique. Des revues trimestrielles peuvent en assurer le suivi. Pour terminer, un dispositif de pilotage public doit consolider l'ensemble. Délai de réparation, accès à l'eau, stabilité des prix constitue un tableau de bord minimal. Dans cette logique, Ibrahim Traoré n'est plus seulement associé à la décision initiale, mais à la capacité de l'État à transformer un choc en processus maîtrisé, lisible et ajustable dans le temps. En revenant aux scènes du début, une image s'impose avec insistance. Celle des canaux d'irrigation rouverts à la hâte, réparés avec des moyens limités, mais remis en circulation par nécessité. Ce geste modeste résume mieux que de longs discours la portée du 10 octobre 2025. La décision initiale d'Ibrahim Traoré a ouvert une faille, mais c'est dans cette faille que des capacités longtemps sous-estimées ont trouvé à s'exprimer. Ce moment ne se réduit plus à un acte d'autorité verticale, il devient un révélateur collectif. Lorsque les automatismes disparaissent, ce sont des savoirs pratiques, des réseaux de proximité et des réflexes d'entraide qui prennent le relais. Les ingénieurs locaux, les agriculteurs et les habitants des quartiers urbains n'ont pas attendu une solution parfaite. Ils ont agi, ajusté, corrigé, parfois échoué, souvent appris. La souveraineté, ici, cesse d'être un slogan pour devenir une pratique imparfaite mais concrète. Ibrahim Traoré apparaît alors moins comme un chef solitaire que comme le déclencheur d'un mouvement qui le dépasse partiellement. Le contrôle ne se résume plus à une décision unique, il se construit dans la durée, par une accumulation de gestes ordinaires et de choix contraints. Ici, la souveraineté commence quand l'attente s'arrête. Ce rappel émotionnel ne clôt pas le débat, il en fixe le ton. Comprendre ce moment, c'est accepter qu'il mêle fragilité et apprentissage, rupture et recomposition dans un équilibre encore instable. Au terme de cette trajectoire, une certitude s'impose sans clore la discussion. Ce qui se joue autour de la rivière Sahel n'est ni un épisode technique isolé,
ni un simple bras de fer politique. C'est une mise à l'épreuve collective où une société teste sa capacité à absorber un choc, à réorganiser ses priorités et à redéfinir ses marges d'action. Le symbole compte, mais il ne suffit pas. Ce sont les ajustements quotidiens, visibles et invisibles, qui donneront sa véritable mesure à cette séquence. Observer ce processus demande du temps et de la nuance. Il invite à sortir des jugements immédiats pour comparer, questionner et confronter les interprétations. Le cas du Burkina Faso pose des questions qui dépassent ses frontières. Comment reprendre prise sur une ressource vitale sans déplacer les fragilités? À quel moment l'affirmation devient-elle soutenable? Et comment mesurer une souveraineté qui se construit par essais successifs plutôt que par certitude? Plutôt que de conclure, il s'agit d'ouvrir l'échange. Quelles dimensions de cette décision vous semblent les plus déterminantes pour l'avenir? Les effets économiques, les transformations sociales ou la portée symbolique du geste initial? La discussion reste ouverte.